Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. On approche des fêtes, donc un épisode un petit peu spécial avec moi aujourd'hui, comme d'habitude Constant. Comment ça va Constant ? Ça va bien, bonsoir à tous. En cette période de fête, effectivement. On a déjà dépassé le tiers de la saison. On approche tout doucement de la mi-saison. Ça passe vite, hein, mine de rien. Ça passe vite, mais on va avoir, là, au moment où vous allez écouter ce podcast, vous êtes dans une période de creux, puisque le Thunder va pas jouer pendant quasiment une semaine. Donc vous avez tout le temps pour profiter de cette période de repos pour écouter ce podcast. Exactement, on enregistre juste avant le deuxième match contre Portland pour un titre informatif. Et aujourd'hui avec Constant, on est rejoint par Tom, qui est aussi de la rédaction Wear Thunder. Comment ça va Tom ? Bah ça va très bien, très content de retourner sur le podcast après la preview du début de saison, où j'ai bien dit de la merde d'ailleurs. Toujours. On a tous dit C'est toujours. Ouais. Moi, j'avais très mal en satisfaction, je crois. Donc, Pareil. Et beaucoup en déception, donc ça. Bref, on en reparlera. Non, Ouais. calmons-nous. Non, mais ça s'est un peu calmé. Oui. Programme spécial aujourd'hui, puisqu'on va réaliser chacun un petit peu notre liste de Noël pour le Thunder. On va l'appeler comme ça. Donc chacun de nous va demander 4 choses au Père Noël. 2 choses plutôt sur le court terme, donc plutôt pour cette saison, voire même les prochains matchs ou mois, ou voilà. Et 2 choses de moyen long terme, donc peut-être les saisons qui arrivent, ou la fin de saison, voilà, un peu plus de projection. Et on expliquera pourquoi on souhaite ça, et ça permettra de débattre un petit peu aussi de la période actuelle du Thunder, parce qu'on n'en a pas fait depuis un petit moment, depuis l'épisode avec Tom de OKC UK. Donc ce sera l'occasion de le faire. Et ben Tom, je te laisse la prime abord, à toi de commencer. Vas-y, dis-nous ton premier vœu dans ta liste de Noël pour OKC. Alors mon premier vœu, il concerne beaucoup. On va commencer direct avec lui. J'aimerais bien qu'il confirme ce qu'il nous a montré sur le début de saison, parce que ça va quand même vachement moins bien en ce moment. Voilà, qu'il montre qu'il est capable de tenir un rôle en NBA. Le rôle qu'on lui a vu pour l'instant sur le début de saison et le bon stretch de une quinzaine de matchs qu'il nous a montré, c'était de la protection de cercle et un peu de 3 points. Même du bon 3 points d'ailleurs. Faut que je retrouve la stat. Il est à 36% de loin cette année. Donc, ce qui est plutôt très bon. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en ce moment, ça va quand même moins bien. Il est souvent sanctionné par des Gnolls dans les deuxièmes mi-temps, il rentre peu. Donc j'espère qu'il va pas nous faire une beaucoup inversée. C'est-à-dire que les 2 saisons d'avant, il part très mal et ça finit bien. J'espère que là, il va continuer sur sa lancée et nous faire une bonne saison pour qu'on puisse considérer Poku comme un joueur du projet, quoi, pour l'avenir. Je trouve qu'on est assez dur avec Poku, quand même. Tu l'as bien dit, sur le début de saison, il était assez impressionnant et tout le monde est vite remonté dans le train. Et là, en fait, alors effectivement, il est vite sanctionné par Mark Daigneault et il a un petit creux, quand même, il faut le dire. Là, je vais pas le défendre non plus bêtes et ongles sans analyser. Il a un petit creux, là, actuellement, où il est un petit peu moins impactant que certains matchs qu'il avait fait assez exceptionnels, hein, mine de rien, pour ce qu'on avait vu de Poku depuis le début de sa carrière. Mais tu vois, même là, sur les derniers matchs, quand il joue peu ou quand on le semble un peu moins bon, il est quand même à quoi, 8 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 contre. En fait, sans être forcément décisif, je trouve qu'il a toujours un petit apport. Il arrive quand même à produire quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'il y avait au tout début de saison ou par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. Je trouve quand même que dans le fond, il a bien progressé. Après, je suis complètement d'accord avec toi que on peut que souhaiter que Poku ressorte de son creux, du creux de la vague là actuellement, et qui continue de bien tirer. Ça, pour le coup, il le fait globalement assez bien sur la saison. Tu l'as dit, les chiffres sont corrects, mais qui retrouve l'impact global qu'il a pu avoir sur certains passages. Je suis d'accord avec toi. Ouais, bah, ouais. C'est compliqué, Poku. Hein. Bah, de toute façon, quand on avait fait le live notation début de saison, on avait dit Poku, on en reparle au Star Break. Parce qu'on le connaît, l'autre, il est capable de nous faire des stretches de 10 matchs où il est exceptionnel, comme il est capable de nous sortir des stretches de 10 matchs où il est mauvais. Là, on est dans la période creuse de Poku, c'est-à-dire qu'il y a le match contre Cleveland où il est en 16 points, 14 rebonds, 5 passes, où il est très très bon. Depuis, il a mis 27 points au total sur les 5 derniers matchs, dont 2 matchs de suite à 0 points. Notamment contre Dallas. Il n'y a plus trop d'adresses. Là, je suis en train de regarder, mais sur ces
32 derniers tirs à 3 points tentés, il en a mis 9 sur 32 à 3 points. C'est une petite baisse d'efficacité et de réussite près du cercle, en tout cas de réussite loin du cercle justement, c'est l'inverse. Défensivement, on va en reparler dans un de mes souhaits, mais défensivement je trouve qu'il est moins impactant que ce qu'il pouvait l'être en début de saison, il est moins dissuasif, je le trouve moins intéressant près du cercle, notamment parce que le problème du Thunder ces derniers temps ne réside absolument pas près du cercle, mais c'est difficile de juger Poku encore une fois, parce que là c'est du Poku dans le texte, on le critique, et si ça se trouve sur les 5 prochains matchs, il va tourner à 13 points de moyenne, à 41% à 3 points. C'est peut-être là aussi la problématique Poku, et ce que soulevait Tom, c'est que quelle confiance tu peux accorder à un joueur qui est capable sur un match de te faire 0 points, comme sur le lendemain de te planter à un 16 points 14 rebonds. C'est là que réside toute la complexité du cas Poku. C'est quand même de moins en moins le cas, ça. Hein. Même s'il y a des matchs qui passent à côté ou autre, t'as quand même beaucoup plus de stabilité qu'avant, je trouve. Moi. Ouais, je trouve qu'il passe moins souvent à côté totalement. On a beaucoup moins les matchs de Poku où il fait complètement n'importe quoi sur le terrain. Là, sa période de creux, c'est plutôt, il manque d'impact, mais ça ressemble plus à une période de creux d'un joueur NBA classique, quoi. Juste, il est moins impactant, mais il contribue quand même au rebond, il tient un ou deux contre. Il essaye quand même de contribuer et il est moins négatif pour l'équipe dans cette période de creux que dans ses périodes de creux précédentes. Parce qu'il a moins de responsabilités aussi. Aussi, ouais. Il ressemble quand même plus à un joueur NBA qu'il y a quelques temps, quoi. C'est ça que moi je retiens, c'est que... Ah oui, mais en même temps, il ressemblait à pas grand-chose au début. Non, mais il y a aussi... J'ai quand même l'impression que, avec Poku, ça va toujours être le cas, mais on va très vite tomber dessus et très vite s'enflammer, tu vois, dans les deux sens. Alors que là, je trouve qu'actuellement, bon, tu l'as dit, il est certes moins impactant des deux côtés du terrain, défensivement ou autre, mais globalement... Je trouve les gens assez durs même entre nous, quand on en parle et tout, je trouve les gens assez durs avec ce qu'on voit de Poku, où des problèmes lui sont incubés, alors que c'est pas lui l'unique fautif, où il y a pas mal de choses qu'on lui demande qui sont compliquées d'ailleurs pour un joueur comme lui. Enfin, je trouve que quand même sa saison est décente pour l'instant. Quand on regarde ses stats, il n'y a pas un bond exceptionnel par rapport à l'année dernière ou même la première saison. Mais il a beaucoup plus de constance et beaucoup plus, je trouve, de fond de jeu NBA, comme on l'a dit, au global, quoi. Dans les pourcentages, il y a une progression, quoi. Ah oui, dans les pourcentages, oui, par contre. Notamment à 3 points. Hein, ouais. Bon, alors par contre, 61% au lancer. Va peut-être falloir progresser un peu, parce que là, il t'en loupe 2 cruciaux, qui auraient pu coûter très cher lors du premier match face à Portland. Ça, c'est ce genre de point où tu ne peux pas, en fait. Déjà qu'il va pas beaucoup sur la ligne des lancers, si en plus il les met pas, ça, pour le coup, il peut progresser. Mais oui, mais c'est là encore, c'est beaucoup dans son ensemble. C'est que les gens vont s'enflammer parce que y a des flashs où tu te dis c'est incroyable. Et il y a des gens qui vont lui tomber dessus parce qu'il y a des flashs où tu te dis mais c'est pas possible, en fait. Et c'est le problème, c'est que... au moment de devoir fixer les rôles, cette inconstance de Poku, elle peut le desservir, je pense. Notamment en fin de match. Il y en a moins des flashs comme ça, je trouve quand même. Oui, il y en a en fin de match. Hein. Oui, mais parce qu'il est, comme je t'ai dit, il est moins responsabilisé aussi. C'est sûr. Constant, vas-y, je te laisse enchaîner avec toi, ton premier vœu de Noël. Oui, alors moi, mon premier vœu de Noël, ce serait que l'on continue sur la lancée des belles choses qu'on montre offensivement. Alors, on avait fait justement, puisque Tom est là, en plus, dans la longue preview, dans le long podcast preview que l'on avait fait, on avait parlé de l'attaque, on disait qu'on en attendait beaucoup de progression. Parce que le Thunder, ces 2 dernières années, avait le pire offensive rating de toute la ligue. Force est de constater que cette année, les progrès en attaque, même s'ils sont pas monstrueux, ils sont visibles. Je trouve qu'ils sont plutôt visibles, puisque le Thunder est la 23e meilleure attaque de NBA, ou la 8e pire attaque de NBA, mais dans tous les cas, tu n'es plus dernier, et d'assez loin d'ailleurs. T'es passé de 103 d'offensive rating l'an dernier à 110.7, hein, c'est quasiment 7 points, 8 points plutôt de rating offensif en plus. Même l'adresse à 3 points qui finalement était quelque chose qui desservait le Thunder, notamment les 2 dernières années. Bon, là non plus, elle n'est pas absolument flamboyante, mais tu n'es pas dernier, t'es 23e en pourcentage de réussite à 3 points, t'es à 34%.
bah c'est mieux que les 31 de l'an dernier. Donc oui, je trouve qu'il y a... On en avait parlé aussi quand on avait fait le podcast Vrai ou Faux, on disait que le Thunder était potentiellement à un clic offensif de devenir une bonne équipe. Force est de constater que cette amélioration offensivement est peut-être à l'origine du fait que tu es l'équipe qui a joué le plus de matchs dans le clutch en NBA cette saison. C'est que ton attaque, tu n'es pas complètement dépendant de ta défense, ton attaque peut aussi te faire gagner quelques matchs. Ou te faire rester dans pas mal de matchs. Ouais, clairement, ça s'est fait un peu au détriment de la défense à un certain moment. Mais c'est vrai qu'il y a des vrais progrès. T'as des profils qui t'amènent une meilleure attaque. Bon, avec un apport limité, mais un Isaiah Joe, c'est con, mais ça te fait un shooter sur le terrain quand il est là, donc c'est toujours une menace supplémentaire. Jalen Williams, si t'apporte de la création, t'as Shea qui a un niveau, si l'attaque est meilleure cette année, c'est aussi parce que Shea est inarrêtable. Et oui, t'as une meilleure attaque cette année, il y a une bonne progression à ce niveau-là, même c'est con, hein, Jeremy Robinson, ou Kenrich Williams, si t'apportes plus de fluidité dans ton jeu offensif. Et le ballon circule mieux. Donc, même si t'as quelques mecs qui sous-performent un peu à ce niveau-là, là, tu vois, je suis sur les stats, Aaron Wiggins, il a 37% à 3 points, quoi. C'est con, mais ça te fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Non, c'est sûr, et puis tu l'as bien dit, il y a, surtout sur certains matchs, et même dernièrement, j'ai envie de dire, il y a beaucoup plus de circulation de balles, même quand Shea est là, même quand Guidi est là, t'as l'impression que petit à petit, les responsabilités, bon, avec un Shea toujours omniprésent, mais sont un petit peu plus partagées, que certains joueurs hésitent moins à prendre leur shoot, créer un petit peu plus, il y a plus de mouvements, etc. Je remets je sais plus quel match c'est, où t'as vraiment un line-up, moi, que je trouve ultra intéressant, avec J-Dub en 4, Poku en 5 et les 3 principaux à côté. Et, c'est pas contre Miami ? C'est possible. Et tu voyais qu'en fait, c'est l'un des deux, je crois. Et tu voyais qu'en fait tout le monde jouait au large et tout le monde essayait de fixer, donner, passer, un peu de faire le mouvement off-ball, etc. Et tu voyais que c'était ça la base en fait, que tout le monde espérait et qui commence de se créer, et c'est ça. Alors bien sûr que t'as les ISO de chez très régulièrement, bien sûr que t'as Guidi qui va créer pour les autres, que t'as Dort qui va faire ses drives et ses tirs, mais globalement tu sens que y a un esprit collectif qui se développe, et avec Constant on en avait parlé, où on recherchait un équilibre offensif et défensif, notamment moi, je disais ça c'est l'attente que j'ai. Des fois c'est un match après l'autre, tu l'as dit Tom, c'est au début l'attaque c'était un peu au détriment de la défense. Je trouve que là les derniers matchs qui se finissent tous dans le clutch globalement, enfin même sur l'année, il y a très peu de blowout, que ce soit dans notre sens ou dans l'autre. Tu arrives à être cohérent, alors par passage bien entendu, ça reste une équipe très jeune et avec des rotations instables, et j'y reviendrai. T'arrives quand même à être assez équilibré, à avoir des moments où tu défends dur presque à chaque match, où tu t'adaptes aussi défensivement. Il y a de la zone, il y a même de la zone presse ou de la zone très haute là sur les derniers matchs, où on trappait presque des milieux de terrain. Il y a plein de choses intéressantes, et ça se ressent collectivement des deux côtés du terrain, et t'as un petit équilibre qui se crée. Actuellement on n'est pas une équipe, alors certes on a un bilan assez faible, même si on est au contact de certaines équipes à l'ouest qui sont pas si bonnes que ça, mais je pense que tu viens au OKC, t'es pas forcément en mode bah c'est un match facile, on va le gagner, quoi. Clairement pas. Enfin, c'est pas compliqué. OKC n'est peut-être que en 13-18, mais t'es à moins 1.6 de net rating. C'est-à-dire que t'es... un exemple tout con, mais les Clippers sont à moins 0.7, les Warriors sont à moins 0.4. T'es une équipe qui se bat, et t'es une équipe qui fait avec ce qu'elle a, et qui effectivement va être embêtant. C'est le problème de cette équipe du Thunder pour l'instant, c'est que tu n'arrives pas à profiter de certaines équipes et de certains cas de figure. Je pense notamment au match contre les Wolves, où tu as énormément de blessés du côté de Minnesota. Pour moi, c'est un match limite où tu pars favori et tu n'arrives pas à en profiter, et tu perds un match dans le clutch parce que plein d'erreurs, parce que tu n'as aucune réponse pour Nasrid, etc., etc. Mais c'est une équipe qui, oui... Enfin voilà, combien de comebacks le Thunder a fait cette saison en étant mené de 10 points à un moment dans le match ? Quasi toutes nos victoires, elles partent d'un moment où t'es à moins 10 dans le match et où tu reviens. Donc ouais, c'est une équipe combative. Bon, ça c'est historique du Thunder, je crois. Je crois que toutes les équipes qu'on a eues, ça réagit quand on est derrière souvent. Ça dépend des années et des équipes, parce que ces deux dernières souvent, années... Ouais, oui, bon, tu réagissais moi. Ouais. À mon tour, peut-être de donner mon premier souhait de Noël, et alors c'est quelque chose que je m'attendais pas à parler dans un épisode en décembre, c'est d'Aaron Wiggins,
qui pour moi doit jouer 15 minutes à tous les matchs. Parce que il joue pour l'instant moins que l'année dernière, il produit presque autant et plus efficace, Tom l'a dit tout à l'heure, 37% à 3 points. 6 matchs startés, 6 matchs gagnés, on est à 8-5 quand il joue plus de 20 minutes. Et en fait, alors certes il est un petit peu plus vieux et j'en reparlerai après, mais c'est un role player déjà très correct en fait, parce qu'il est utilisé sur 3 postes. Il défend plutôt nettement d'ailleurs sur ces 3 postes, qui est très intéressant, et en fait un peu à l'image de Kenrich Williams, il a un impact presque toujours positif quand il rentre, qu'il mette des tirs ou pas. Bon, pour l'instant il les met, mais voilà, mais même quand il les met pas, il va t'apporter sur des drives ou sur des cuts, il va t'apporter défensivement sur des switches par l'intensité, le hustle, etc. Et ce que j'aime bien, et notamment comparé d'un Isaiah Joe, bien qu'il se calme un petit peu là-dessus, c'est qu'il semble pas du tout à vouloir attirer la couverture à lui ou vouloir se montrer absolument, et vraiment être dans le combat, et qu'il a compris son rôle de role player et qui semble prêt à l'assumer pleinement soir après soir. Alors bien entendu c'est pas la priorité à développer. Aaron Wiggins, il y a un Treman par exemple, des Ousmane Dieng aussi qui sont bien plus intéressants à développer actuellement, mais pour moi il mérite quand même de voir le terrain assez régulièrement, et c'est quelque chose qu'on défend je pense Constant et moi, et que si tu veux être un minimum compétitif, lui il te le permet de l'être plus que d'autres. Alors il faut trouver l'équilibre entre le développement du potentiel et être compétitif maintenant, mais lui je pense qu'il peut être intéressant au moins d'avoir du temps de jeu assez régulièrement, plus que maintenant où il va jouer 4 matchs d'affilée, plus de 20 minutes, puis on va plus le voir ensuite. Donc ouais, c'était le petit coup de pouce, ou le petit Aaron Wiggins que je vais souhaiter. Le petit coup de chapeau à Aaron Wiggins. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais le théorème Aaron Wiggins, c'est inversé cette année. Maintenant, c'est dès qu'il est starter, on gagne le match, quoi. On n'était pas bien fan de lui, toi et moi, même au début de saison. Après, avec la Summer League, on a dit, il faut le garder parce qu'il était bon. Mais là, actuellement, il est vraiment pas mauvais, quoi. Ouais, bon, alors après, encore une fois, Aaron Wiggins à 36% à 3 points et Aaron Wiggins à 30% à 3 points, c'est quand même pas le même joueur. Mais, force est de constater ouais, que... mais tu vois le gap entre un Aaron Wiggins à 36% et puis à 30%, et un Isaiah Joe à 40 puis à 30, c'est pas le même, tu vois, non plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais... Isaiah Joe, il est unidimensionnel comme joueur. Hein. Il est là pour shooter, et seulement pour ça, quoi. Oui, c'est pour ça que je voulais mettre ça en valeur un petit peu, tu vois. Je serais peut-être un poil moins dur que vous sur Joe, parce que je trouve que défensivement, il y a quand même des progrès ces derniers temps. Je pense il est un peu maigre. Oui, il est un peu maigre, mais je trouve le Isaiah Joe des 2 dernières semaines limite plus intéressant que le Isaiah Joe des 2 premières semaines. Je suis d'accord avec toi sur ça. On en a parlé, je suis complètement d'accord. Parce qu'il défend, il provoque des charges. Je pense que le match contre Portland, je crois que sur certaines séquences, il est sur le parquet en défense dans le clutch, si je dis pas de bêtises. T'es pas obligé de faire comme au handball et de faire au football américain, de faire des remplacements pour le mettre uniquement en attaque et le cacher en défense, comme c'était le cas contre Dallas par exemple, le fameux match contre Dallas. Mais bref, pour Aaron Wiggins, mais complètement, moi je rejoins complètement ce que tu as dit, Pierre. Très surpris du niveau d'Aaron Wiggins. Il y a même des séquences où c'est le leader de la seconde unit, là, avec l'absence de Giddey et Treman qui est en G-League, où c'est le leader de la seconde unit, où il a un peu balle en main et il doit créer. Ça c'est intéressant à voir. Je pensais pas Aaron Wiggins capable de faire ça. Après, au niveau de cette confrontation entre développement et compétitivité, la question est vite répondue, pour citer un célèbre arnaqueur. Parce que Ousmane Dieng est blessé pendant au moins 6 semaines. Donc avec la cascade de blessures qu'a lieu au Thunder actuellement, alors c'est pas, entre guillemets, c'est pas les gros joueurs qui sont blessés, tu vois, c'est pas Shea qui a loupé 6 semaines, parce que si Shea loupe 6 semaines, bon, on est un peu dans la merde, en espérant que je n'ai pas attiré le karma, évidemment, en disant ça. Mais voilà, Ousmane Dieng va louper 6 semaines, JRE est absent parce que la cheville a tourné dans je ne sais plus quel match. Bazley est malade depuis 3 semaines. Josh Giddey a manqué quelques matchs aussi. Donc du coup, ça libère du temps de jeu. Typiquement, le match contre Memphis, c'était avec 9 joueurs disponibles. Donc du coup, Aaron Wiggins, il se retrouve avec sa vingtaine de minutes. Et effectivement, il contribue largement. Mais c'est un peu
Lui avec un autre gars dont je veux parler parce qu'il est assez exceptionnel, c'est des jokers entre guillemets que Mark Delnault lance, pas à tous les matchs, mais qui contribuent et qui élèvent le plafond du sort. Enfin non, qui élèvent plutôt le plancher du Thunder sur un match, plutôt que le plafond. Ouais, Wiggins, tu sais ce qu'il va produire sur le terrain, je suis assez d'accord. Il connaît bien son rôle en plus, tu vois. Puis on dit souvent que c'est pas un joueur à développer, etc. Il a 23 ans, Wiggins, c'est pas non plus un vétéran, tu vois. Si jamais il arrive à confirmer son niveau au tir et être un mec à, peut-être pas 37%, mais à 34-35%, avec tout ce qu'il apporte sur le terrain, défensivement, tu vois, l'année dernière, on le trouvait un peu surcoté défensivement par rapport à son niveau réel. Cette année, franchement, il y a des vraies bonnes prestations défensives où on le fout en match-up sur un mec et je sais plus, je crois que c'était contre les Knicks où on avait du mal à défendre Randle et il y a personne qui arrive à le stopper, c'est Aaron Wiggins qui a été mis sur lui et ça a plutôt bien fonctionné. Ouais. Donc totalement d'accord. Wiggins, oui, dans le but d'être compétitif, c'est un mec que tu fais jouer tous les soirs. La question, c'est est-ce qu'on veut vraiment être à 100% compétitif, on va le dire comme ça. Non, mais c'est le cas, vous avez bien résumé le truc. C'est à voir comment ça évolue au fil de la saison et tu vois jusqu'à quand tu restes. Là, on reste avec un bilan correct où tu te dis au final t'es pas si loin que ça du play-in, tu l'auras sûrement pas, mais tu continues de jouer fort. On n'est pas à l'abri de blessures, comme l'a dit Constant, qui seront beaucoup plus pénalisantes qu'actuellement, donc à voir comment ça évolue. Ça se trouve, il aura encore plus de temps de jeu après, c'est quand il y aura moins de monde, mais ouais, c'est dur à gérer, ça, je pense, pour Mark Daigneault, cet aspect-là, donc à voir comment ça évolue, mais en tout cas, il prouve beaucoup de choses actuellement. Tom, ton deuxième souhait plutôt actuel? Mon deuxième souhait, c'est aussi une demande de temps de jeu. C'est pour Darius Bazley. Alors, je vais commencer par ce qui est négatif avec Darius Bazley, c'est-à-dire l'attaque. Il est vraiment pas bon, honnêtement. Et pourtant, il est à 35% de loin. Mais oui, il est à 35% parce qu'il est laissé ouvert avec 4 mètres d'écart avec son défenseur parce que personne ne veut monter sur lui. Mais pour aller dans le négatif, il a 51% lancé, il a 47% à 2 points. Je sais pas comment c'est possible. Il y a des séquences où Bazley pose la balle et tu sais que c'est fini parce qu'il va tenter un pull-up ou un truc comme ça. Ou qui va driver. Globalement, dès que Bazley pose un drive, tu sais que tu vas plus revoir la balle. Hein. C'est ça, c'est perdu. Et pourtant, je veux plus le voir sur le terrain que ces 21 matchs à 17 minutes de moyenne, là, avec des matchs où on le voit en DNP, on sait pas trop pourquoi. Parce que défensivement, il est fort, quoi. C'est vraiment un fort défenseur, mais c'est probablement notre meilleur défenseur à OKC cette année. Hein. Et il est capable de protéger le cercle, de switcher sur les meneurs. Vraiment, il est très impressionnant à ce niveau-là. Et il a eu sa seule titularisation contre le Heat, là, où il était en match-up face à Adebayo. Franchement, c'était pas mal. À tous les matchs, Bazley, même quand il rentre que du 5-10 minutes, tout de suite, il change ta défense. Donc ouais, j'aimerais bien le voir plus sur le terrain. Je sais pas trop au détriment de qui. Est-ce que c'est si utile d'avoir Muscala, par exemple, dans la rotation? Je sais pas. Mais ouais, je trouve Bazley sous-utilisé. Pour moi, il doit jouer 20-25 minutes par soir parce que pour ton niveau défensif, il est vraiment trop important. Bah là, déjà que JRE est blessé et que Dieng est blessé, tu devrais potentiellement le voir un peu plus sur le terrain. Déjà la première chose, donc à voir quand il sera revenu de maladie, peut-être ce soir, s'il regagne un peu de temps de jeu. Je suis d'accord avec toi, je vais juste illustrer avec... la question a été posée à Mark Daigneault, ce qui se passait un petit peu avec Bazley, pourquoi il jouait pas, etc. Et ça a notamment été le cas parce que le match contre Miami, ça a été annoncé que justement il allait starter et qu'il allait être dans la rotation avec des grosses minutes. Ce qu'il a répondu, c'est que Darius Bazley, comparé à d'autres notamment, ils étaient encore en train, ou lui plutôt, était encore en train de chercher un petit peu son rôle, de s'adapter à ce que je pense les coachs lui demandaient, de s'adapter au système, de s'adapter à ses coéquipiers, etc. Ce qui est assez quand même surprenant parce que c'est un des plus anciens de l'effectif. Alors certes, on lui demande des choses différentes au fil des années. Là, il joue de plus en plus pivot, protecteur de cercle. Mais lui, il devrait pouvoir s'adapter beaucoup mieux à tout ça et beaucoup plus être fondu dans les attentes du Thunder. Mais ça se ressent, je pense, ça sur le début de saison et surtout offensivement où son rôle il est compliqué, où tu vois qu'il est pas en confiance et que voilà, sur les finitions et autres. Alors effectivement, il shoot bien de loin, mais bon, c'est un cache-misère, j'ai envie de dire, il en prend extrêmement très peu. Mais défensivement, là pour le coup,
où je rejoins pas forcément Mark Daigneault, c'est que son rôle, il l'assume pleinement, et ça tu l'as bien dit, je trouve qu'il est vraiment très bon défensivement. Alors après, t'as cet équilibre, encore une fois, entre attaque-défense, où ta défense marchait super bien sur le début de saison, après il y a un moment où ça marchait moins bien, est-ce que tu le mets sur le terrain, mais du coup ton attaque était en feu, donc tu sacrifies ton attaque, voilà, c'est encore une question de cet équilibre-là. Mais Darius Bazley approche de la fin de son contrat et mérite d'être observé au moins et de voir ce que tu peux en faire, parce que est-ce que ça peut être une pièce pour le futur? Là, ça en prend pas trop la direction. Ouais, bah non, ça on prend absolument pas la direction. L'apport de Darius Bazley défensivement est quand même assez incontestable. Moi, j'ai le souvenir du match contre Cleveland où OKC prend une piquette par Caris LeVert. Tu mets Bazley, à partir du moment où tu fais rentrer Bazley, Caris LeVert, il le joue en switch, il met pas un seul panier. C'est ça d'ailleurs, il y a des séquences où c'est lui qui défend le premier ball handler. Ouais, C'est lui le point of attack. Point of attack, tout à fait. Et qui est attitré à ça d'ailleurs, c'est bien de le souligner. Ouais. Donc sur Switch, en fait, c'est pas du tout un Switch donné. Hein. Je pense que c'est même pas un cadeau de se retrouver avec Darius Bazley en Switch. Parce qu'il est capable de contrer, même des tirs à 3 points, il les contre, il fait rarement de fautes. Et c'est ça, en fait, tout le paradoxe, encore une fois, Darius Bazley, pour revenir sur ce mot paradoxe, c'est que défensivement, je le trouve tellement intelligent. En fait, je le trouve aussi intelligent défensivement que je le trouve débile dans sa prise de choix en attaque. C'est vraiment, comme j'ai dit, t'as combien de fois on a vu Darius Bazley partir de la ligne à 3 points, poser un dribble, driver, et soit se faire contrer, soit envoyer un vieux crouton sous le cercle. Et c'est ça la problématique. Et je pense qu'il joue pas des masses parce que le Thunder ne compte pas des masses sur lui. Faut pas être devin pour se rendre compte que il est quasiment plus starter, son temps de jeu a largement baissé par rapport à l'an dernier. Voilà, il y a d'autres projets qui ont pris la place de Darius Bazley. Mais je trouve que malgré tout, après si t'es vraiment dans une pure optique de je vais pas le re-signer à 100%, c'est sûr. Bon bah je comprends que t'aies pas spécialement envie de le faire jouer. Si t'es dans l'expectative et tu dis oui peut-être mais que t'es pas spécialement chaud, bah fais-le jouer. Ou alors c'est une technique de Sam Presti pour dire si je le fais jouer il va être bon, alors que si je le fais pas jouer je vais pouvoir le signer pour moins cher, peut-être. Hein. Mais toujours est-il que oui, défensivement, Darius Bazley est probablement le meilleur défenseur du Thunder cette saison, en tout cas le plus régulier dans ses apparitions. Et surtout, le plus gros problème défensif d'OKC, c'est avoir un vrai protecteur de cercle, parce que tout le monde vient en aide pour protéger le cercle, donc on se prend des valises de 3 points derrière. Bazley, c'est ton seul joueur que tu peux laisser en match-up pour protéger le cercle directement. Même beaucoup, tu vois, t'as besoin d'avoir un coéquipier qui vient l'aider à côté. Bazley, il est capable d'attendre le mec sous le cercle et de le bâcher, quoi. Donc c'est pour ça que c'est surprenant de pas plus le voir sur le terrain, parce qu'il réglerait pas mal de nos problèmes défensifs. Complètement. Constant, allons-y pour ton deuxième souhait de Noël. Contrat à vie pour Kenrich Williams. Contrat à vie pour Kenrich. Je savais qu'on allait parler de lui vu ce que tu as dit tout à l'heure. On est obligé. Le gars, dans sa tête, il fait une saison en positif avec le Thunder. Le Thunder est à 11 victoires, 12 défaites quand Kenrich Williams est là. Son retour est fracassant. Enfin, il y a, tu vois là, bizarrement les matchs que Kenrich Williams a manqué, c'est là où tu fais une série de 5 défaites consécutives qui est ta pire série de l'année. C'est les matchs que Kenrich a loupé. C'est étrange quand même. Donc ouais, Kenrich, voilà, c'est pas celui dont tu parles le plus dans les victoires du Thunder, mais je trouve qu'il est tellement précieux dans plein de domaines en fait. C'est pas forcément lui qui va prendre non plus le plus gros spotlight, tu vois, tu parlais de Joe, Kenrich il fait des trucs moins visibles que de rentrer des grands 3 points, mais il est tellement valuable, je trouve que ce soit, il est capable de tout faire par petits bouts en fait, il est capable de créer un peu, il est capable de prendre des rebonds offensifs, il est capable de te mettre un ou deux shoots de loin de temps en temps, il y a que les lancers, les lancers faut pas lui demander à Kenrich parce que ça, il sait tout faire mais il sait pas les lancer, il sait pas faire. Mais sinon le reste, ouais, je trouve que c'est en fait il fait le lien entre tous tes éléments de ton roster et il vient un peu apporter de la confiance et un peu colmater les brèches. Je trouve que défensivement, sur les 2 derniers matchs, le Thunder défend mieux.
c'est pas totalement inhérent au retour de Kenrich Williams. Il provoque 3 charges lors du match face à Portland. Bon bah voilà, c'est des trucs qui ça évite de te prendre un tir ouvert à 3 points, ça évite de te prendre un tir sous le cercle, c'est des pertes de balles brutes et nettes, et voilà, je trouve que Kenrich, on peut en dire ce qu'on veut, mais il est vraiment vraiment très 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 valuable dans cette équipe du Thunder. Je me souviens, Constant, que dans les premiers épisodes de l'année, j'avais dit qu'il était moyen pour l'instant et tout. Là, je regarde les pourcentages et quand j'ai vu les derniers matchs là, incroyable. Enfin, déjà, pourquoi plein d'équipes ne sont pas en train d'appeler pour essayer de l'avoir? Ouais, il a prolongé, c'est bon. Ouais, mais bon, tu te dis, voilà. Et bah, je peux que être d'accord avec toi. Et en plus, pour ajouter à ça, il t'apporte maintenant un espèce de supplément d'âme où il est en train d'être vénère maintenant, Kenrich. Et c'est un truc qu'il n'y avait pas avant. Quand tu prends l'action avec Gobert et tout, là, où Gobert se fait exclure, l'autre fois, c'est avec Santi Aldama, où ça commençait de se chercher, et qu'après, il lui met un gros 3 points sur la tête. Enfin, tu vois, tu te dis, il a en plus maintenant cet aspect-là où ça va devenir mentalement le mec qui peut te relancer le match à la fierté, à l'orgueil, en allant au combat encore plus que les autres. Et puis là, il est tellement intéressant dans la polyvalence qu'il t'apporte défensivement, et en plus, il met dedans. Enfin, non, il est ultra précieux, effectivement. J'ai plus son bilan devant les yeux, mais en gros, il est en positif ou pas loin, lui. Enfin, 11-12, oui. Ouais, voilà, donc... non, j'ai pas grand chose à dire sur Kenrich. Effectivement, lui, comme encore plus que Wiggins, il mérite des minutes. Il a toujours ses 21 minutes, 22 minutes depuis 4 ans, depuis 3 ans. Ouais, ça fait 4 ans. Mais même au Pels, il joue 21 minutes. Ouais, ouais. Le mec est programmé à jouer 21 minutes. Mais il les mérite pleinement, et il est, enfin voilà, c'est ultra précieux, et son contrat, tu le regrettes pas du tout quand tu vois ça, quoi. Et puis lui, pour le coup, tu le mets en fin de match, on parlait de beaucoup qui était privé de fin de match, Kenrich, par contre, il fait beaucoup de bien, il comble des brèches un peu partout, c'est vachement impactant. Et je savais pas qu'il avait alors en plus de ce côté Wislar qu'il est en train de développer là, qui est toujours sympa dans son équipe, je savais pas qu'il avait un pull-up à mi-distance. Ah si. Ouais. Franchement, cette année, il rentre vraiment bien son pull-up. On le voit bien cette année en tout cas. Ouais, on le voit pas mal cette année, c'est sûr. Mais ouais, il est, attends, sur les mid-range, il est à 50% de réussite sur les mid-range, 17 sur 34. C'est dans le 90e percentile de la ligue quand même, hein. Donc bon, c'est pas mal. Il est chaud. Il a 60% de points. Ouais. C'est très fort. Non, voilà, il est à 70% de réussite près du cercle. Enfin, il est complet, quoi. Il n'y a pas une stat sur King in the Glass, il n'y a pas une stat où il est dans un percentile inférieur à la moyenne. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il apporte de la défense en plus, voilà, Kenrich, on l'a toujours dit, hein, Kenrich est l'un des rares joueurs, quand tu vois le roster du Thunder actuel, où tu te dis, lui, si on va en playoff, tu sais que tu peux le mettre sur un parquet, mais... Bah, j'allais le dire, tu vois, c'était mon argument final, c'était ça. Donc voilà. tu me fais une belle transition. À moi de livrer mon deuxième vœu, un truc un peu plus négatif que Kenrich Williams. On va parler blessures. Pour l'instant, OKC a évité les blessures graves, à part Ousmane Dieng là, qui est absent encore 6 semaines, ça reste, comparé à ce qu'on voit des fois, ça reste encore acceptable. Même s'il y a beaucoup d'absents actuels, c'est ce que je vais souhaiter, c'est que ça reste au maximum en bonne santé, parce que alors certes t'as pas mal d'absents actuellement, mais pour l'instant tu n'as pas eu de grosses blessures de joueurs majeurs. Globalement tous tes joueurs majeurs ont joué plus d'une vingtaine de matchs, donc l'une des choses qu'on discutait pas mal en preview, c'était de trouver des automatismes entre les gars, de voir Guidi et Shea ensemble. Pour l'instant t'as pu les voir jouer ensemble. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même là actuellement avec les nombreuses absences, mais de court terme, enfin voilà, sur pas longtemps, comme t'as une rotation fluide, donc beaucoup se plaignent, mais où tout le monde peut prendre part, tout le monde prend part au jeu, tout le monde peut voir le terrain à n'importe quel moment, et ben mine de rien, ton niveau de jeu, actuellement, même quand t'as des role-players blessés, ne diminue pas tant que ça. Tu vois, là, Jérôme n'est pas là, ton niveau de jeu n'a pas énormément changé. Dieng pareil, Treman sera pas là, ça va pas énormément changer non plus. C'était pareil avant quand d'autres jouaient pas ou voyaient pas le terrain. Et ça, du coup, c'est intéressant dans un but de compétitif, parce que ça veut dire que même quand t'as quelques absences, tu restes plus que correct, et tu vas même gagner des matchs là, comme c'est le cas contre Memphis où t'avais même pas Shea, Guidi, etc. Donc je pense que pour l'instant c'est
petites blessures que tu vois, aux petites absences, te permettent de rester aussi, mine de rien, par rapport à Shea, Guidi, etc., d'avoir un bilan plutôt correct et de rester au contact de certaines équipes. Et que par contre, si tu commences d'être blessé, ça peut très vite déchanter comme les autres années où, tu l'as dit Constant, hein, Shea se blesse, on croise les doigts que ça arrive pas, mais ton équipe change quand même de visage complètement. Si tu commences de perdre 2-3 joueurs vraiment importants, ça va changer aussi. Donc pour l'instant ça tient, il y a que des petites absences bien palliées par le reste et par la mini profondeur d'effectif, si je peux dire, ou profondeur qui est utilisée en tout cas. Donc ça va suivre sur la saison, mais ce point-là pour l'instant pour moi est encourageant, donc je veux de la continuité là-dessus. On n'a pas eu de grosses blessures, Guidi et Shea sont sur le terrain la majorité du temps, ça va bien. Ouais, bien sûr. Mais, je viens de voir la stat là, puisque tu parles des blessures. Le Thunder est à 5-0 quand Josh Giddey n'est pas là. 5-0. Bon. Je viens de voir, parce que je me posais la question, je me disais, Josh Giddey, il a pas vu beaucoup de victoires quand même cette année. Effectivement, 5-0 quand il est pas là, 8-18 quand il est là. Bref. Non, mais au niveau des blessures, après, c'est le problème de toutes les équipes NBA, j'ai envie de dire. C'est de garder tes joueurs au frais. En tout cas, d'éviter les blessures majeures, puisque les petits bobos, de toute façon, tu peux pas les éviter toute la saison. Là, tu as la blessure de Dieng, qui n'est pas en soi une blessure inquiétante. Bon, il s'est pété le poignet en match, mais il s'est pas fait une rupture du tendon rotulien, ou il s'est pas fait les croisés, ou il s'est pas déplacé le ménisque, c'est le poignet, quoi. Bon, ça va. Bon, c'est chiant pour un joueur de basket, le poignet, mais y a pire, ça guérit pas mal. Oui, après le reste... de toute façon, t'as Lugensdorf, t'as joué 30 matchs, il en a loupé un. Il doit pas y avoir beaucoup de joueurs NBA déjà qui ont joué tous les matchs de leur saison cette année. C'est ce que je me dis en fait, c'est quand je compare aussi aux autres équipes où il y a toujours des mecs absents un mois, qui reviennent, machin, tu vois, je me dis on n'est pas trop mal. Bon, après, il y a des équipes qui sont mieux loties que d'autres. Hein. C'est sûr que si tu nous compares aux Clippers ou aux Nets, c'est sûr qu'on est plutôt bien lotis en termes de blessures. Mais voilà, quand ton socle Dort, Shea, Giddey a joué minimum 25 matchs cette année, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Sachant que l'an dernier, on s'était plaint du manque de matchs des trois ensemble en même temps. Parce que t'en avais toujours un des trois qui était blessé. Après, l'autre rentrait dans le protocole Covid, machin. Donc voilà, là, les trois jouent ensemble. De toute façon, c'est intéressant. Ces saisons-là, elles servent à ça. C'est à développer un roster, à développer une alchimie. Et forcément, l'alchimie, tu la développes que si tes joueurs sont ensemble sur le parquet. Ouais, c'est surtout qu'on sort de, je sais pas, la saison dernière où il y a eu pas mal d'absences. On n'est pas habitué, entre guillemets, à avoir un roster complet. Donc, un Shea, par exemple, on espère qu'il joue ses 70 matchs dans la saison, quelque chose comme ça serait déjà très bien. Parce que, comme l'a dit Pierre, si on a quelques petites blessures par-ci par-là, on a un roster qui est quand même pas mal fourni. On a des solutions derrière, je sais pas, un Aaron Wiggins qu'on a vu en DNP, il peut rentrer dans la rotation, ou un Isaiah Joe, etc. Omo Rui qui joue poste 5 parce qu'il y a personne actuellement. C'est ça. Starter contre Memphis, quand même. Mm. Mais ouais, donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, faut qu'on continue d'être plutôt bien vernis comme ça, actuellement. Messieurs, enchaînons, le temps file. Passons maintenant à nos vœux un petit peu plus long terme, moyen terme. Il nous en reste deux chacun. Tom, à toi l'honneur de nous parler de ta projection, ce que t'aimerais. Alors, un vœu long terme, j'espère que ça va arriver dans pas trop longtemps quand même, que le rôle offensif de Lugensdorf baisse. Parce que ça c'est mauvais des deux côtés du terrain, en fait. Là, ce que je m'étais noté, c'est que Dort soit pas une top 3 option offensive prochainement. Parce que pour moi, t'as déjà 3 joueurs, sans parler de Chet, parce que Chet, on sait pas ce que ça va donner offensivement encore. On sait pas du tout ce que ça va donner, d'ailleurs, sur le terrain. Mais t'as déjà... Shea, c'est ça. Mais on a Shea déjà en option 1, évidemment, et un Josh Giddey, et pour moi, même un Jalen Williams, sont des meilleurs attaquants que Lugensdorf. T'as plus envie de les voir balle en main que Dort. On l'avait vu en début de saison, ça va mieux maintenant, mais les premiers matchs où il prenait tous les ballons et où il croquait, c'était insupportable. Et c'est un joueur, on le voit, ça sera jamais un joueur à 18-20 points de moyenne avec des bons pourcentages Dort. C'est un mec qui peut contribuer à être quand t'es avec ton 5, ta quatrième option par exemple, tu lui fais prendre des tirs ouverts, etc. Attaquer de temps en temps. Mais c'est pas un gars que t'as envie de voir comme une option majeure tous les effectifs en attaque. Aussi parce que du coup il défend moins bien.
quand il a le ballon en attaque, là on le voit cette année, si Darius Bazley est le meilleur défenseur d'OKC, c'est parce que Bazley est fort, mais aussi parce que Dort est moins impactant sur le côté du terrain. Alors il a toujours des matchs intéressants. Le premier contre Dallas, le match défensif qu'il fait sur Lucas, c'est impressionnant. Mais on a quand même vachement moins le Dort étouffant en défense. Et ça vient aussi du fait qu'il a trop de ballons en attaque, je trouve. Donc j'espère qu'on va se développer offensivement avec un Dort moins responsabilisé. Je trouve que c'est déjà le cas, hein. Que ce soit par rapport au début de saison ou par rapport à l'année dernière, je le trouve... bon là il y a plus de chais, etc. donc forcément, mais je trouve qu'il s'adapte petit à petit à ce rôle-là où il prend moins de tirs et il a un peu moins de responsabilité. Je pense que Dort après a une très grande confiance en lui et en son tir et en son jeu offensif, donc ça aide pas. Mais tu vois, quand je vois le match contre Memphis où il n'y a pas Shea et pas Guidi et qui prend 14 tirs, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, mais 24 points. C'est 24 honnête. points, 8 sur 14. C'est honnête et d'ailleurs ses pourcentages sont de retour à peu près comme l'année dernière, on s'en rapproche petit à petit. Je suis d'accord avec toi qu'il doit trouver lui l'équilibre entre un apport offensif un peu plus restreint et un apport offensif plus élevé, défensif plus élevé, pardon, de reprendre ses bonnes habitudes. Après je trouve que c'est en cours effectivement et que il est pas si inintéressant que ça en attaque, hein. Il a des bons matchs, hein. Mais c'est juste que tu vois, je vais sur les stats. Tu disais qu'il s'approchait des stats de l'année dernière, mais les stats de Dort l'année dernière au niveau de l'efficacité, c'était quand même pas ouf, quoi. Ah ouais. Ah non, l'année dernière c'était pas ouf. Mais déjà, on est moins pire qu'avant. C'est que déjà. Mais tu vois, bon, le 3 points, ça reste l'incertitude avec lui. Là, il est à 32%. Actuellement, il shoot un peu mieux qu'au début de saison. Voilà, ça restera le truc incertain un petit peu. Des fois, il en prend un peu trop en première intention, des fois ça tombe dedans, enfin bref, voilà. Mais moi, dans l'aspect drive et tout, je trouve qu'il est quand même intéressant, même si ça manque d'efficacité au cercle. De plus en plus, il fait des petites passes. Le match contre Memphis, il m'a surpris à faire des drive and kick assez intéressants. Je le trouve pas... Alors, je suis complètement d'accord avec toi qu'au final, ça devrait être ton 4e ball handler avec J-Dub, Guidi et Shea. Mais je suis pas forcément pour lui enlever tout non plus, c'est ça le truc. Ouais, mais tu vois, je sais plus contre qui c'est ce match où Josh Giddey fait une deuxième mi-temps énorme et le clutch est, je sais plus si c'est Miami ou quoi. Miami, je crois. Où le clutch est gâché parce que le chef fait des mauvais choix et parce que Dort a beaucoup de ballons en fin de match. Je crois que c'est Miami. Ouais, après, il est aussi bien laissé par les défenses, hein. C'est ça qu'il faut se dire, notamment dans le clutch, hein. Je sais pas si l'un de vous a un vœu sur le clutch, mais Shea est ultra attendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il met beaucoup de step back à 3 points, parce que tout le monde l'attend sur le drive, mais les solutions viendront souvent à 3 points dans le clutch, donc s'il en a mis 2-3, bon, cette nuit c'était à mi-distance sur un post-up là, après la touche, mais lui est beaucoup plus libre, donc forcément c'est tentant, j'ai envie de dire, comme un peu avec beaucoup au début de saison, c'est vite tentant. Ouais, mais justement, le match contre Miami, je t'ai dit, Giddey était très fort. Ouais. Et pour le coup, les défenses vont sur Shea, ils peuvent pas aller sur Shea et Giddey. Tu vois, ça m'avait quand même pas mal surpris que Giddey ait quasiment aucun ballon dans le clutch et que Dort les joue, quoi. Moi, je vais rejoindre un peu ce que vous avez dit. Je me demande si c'est pas contre Dallas. Ah, je sais plus. Parce que contre Miami, dans le quatrième quart, pardon, Dort, il tente qu'un seul tir. Donc, bon, bref, c'est un des matchs. Voilà. Non, bah, moi, j'ai un scoop pour vous, comme a dit un grand entraîneur de football. Luguentz-Dort, c'est un peu le facteur X de Thunder, parce que dans les victoires, Luguentz-Dort, il est en 16 points, 4 rebonds, 2 passes, à 44% au tir et 37% à 3 points. Dans les défaites, il est à 37% au tir et 29% à 3 points. Donc c'est littéralement, en fait, les matchs que tu gagnes, c'est parce que Lou Dort est souvent très bon. Les matchs que tu perds, les contre-performances de Lou Dort n'aident pas. Bon, bah, du coup, ça peut rejoindre, comme ça, je vais pouvoir faire un autre vœu, parce que je sais pas si vous allez en parler, mais du coup, ça rejoint un vœu, moi, que j'avais sur le long terme, c'est, je ne comprends pas pourquoi on donne toujours autant de ballons dans le clutch à Dort, alors qu'il y a J-Dub qui est arrivé dans le roster cette année. En fait, je préfère, moi c'était mon souhait long terme, c'était responsabilise plus J-Dub dans le clutch, quoi. Parce que je trouve que en fait, ça devrait être lui limite ta deuxième option offensive dans le clutch, parce que on voit les difficultés de Josh Giddey à la création de son propre tir, notamment au niveau du handle. J-Dub, il a pas ce problème en fait. Et je le trouve beaucoup plus fluide balle en main que Lou Dort. Je le trouve beaucoup plus simple
Enfin, je le trouve beaucoup plus intelligent, je le trouve beaucoup plus facile pour essayer d'atteindre l'endroit où il veut aller sur le parquet. J-Dub, il a quand même un bout de shoot à mi-distance, notamment dans des moments importants. Il l'a montré lors du match face aux Spurs où il n'y avait pas Shea. Donc voilà, je trouve que ouais, c'est Luguensdort, il sera jamais aussi efficace que quand il sera réduit son rôle offensivement. J'avais posté la stat, je sais plus quand, au moment où on fait une série de victoires où il tournait à 37% à 3 points. C'était le moment où il tentait que 11 tirs par match. Et là, on est dans des séquences où il prend un peu plus le lead de l'attaque. Moi, je ne supporte plus ces 3 points en première attention à 45 degrés. Tout le monde sait que Lou Dort à 45 degrés, il est pas efficace. Sauf lui. C'est vraiment, c'est ça qui me frustre, quoi. Mais c'est 31% de réussite sur les 3 points qui sont pas dans le corner, alors qu'il est à 40 dans le corner. Bref, moi j'aimerais voir Lou Dort faire des drives, prendre des 3 points à 0 degré et défendre. Et c'est à peu près tout. Et je suis prêt à laisser beaucoup plus de responsabilités offensives à J-Dub parce que je pense que J-Dub, autant défensivement il me déçoit un peu, autant offensivement je trouve que il mériterait parce qu'il en a la capacité. Donc là, ton vœu, c'était plus de J-Dub dans le clutch, moins de Dort. Plus de responsabilités offensives à J-Dub, ouais. Si je résume, bon, je suis d'accord avec toi que J-Dub, tu l'as bien dit, dans la création pour lui-même, vu le niveau de Treman, j'ai envie de dire actuellement, c'est lui qui est certainement ton deuxième meilleur joueur là-dessus. Hein. Dort manque d'efficacité, même s'il est capable de blow by la plupart des défenseurs sur les switches, il manque clairement d'efficacité ensuite. Donc non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Après, ouais, je pense que plus les années vont passer, et surtout plus l'effectif va se densifier, si je peux dire. Moins Dort aura de situations comme on ne les aime pas, j'ai envie de dire. Tu vois, quand tu vas rajouter un Chet potentiellement l'année prochaine, voir un autre rookie top 10, etc., petit à petit, je pense que Dort aura un rôle qu'on attend un petit peu plus de lui, ou alors il va progresser aussi, parce que, mine de rien, Dort, sans augmenter ses chiffres d'efficacité ou autre, offensivement, il montre de plus en plus de choses. Alors en bien ou pas, et voilà, ou efficacement ou pas, mais en tout cas, il montre de plus en plus de choses. Alors peut-être qu'un jour, ça se calmera sur ça et l'efficacité augmentera sur chacun des compartiments du jeu. Bon, bah messieurs, à moi d'enchaîner, du coup, si t'as fait ton vœu constant. Bah, moi, mon vœu, ouais. C'était un demi-vœu, tu veux le finir, ton Non, bah du coup, je vais en reprendre un autre, mais comme ça, on va faire rapide, parce que je sens qu'on va pas en parler. Une saison à 30 points de moyenne pour Shai Gilgeous-Alexander. Je sais pas si on va en parler dans les volontaires. Il faut quand même parler de Shai. Ce qu'il fait cette saison, c'est quand même assez extraordinaire. Je me souviens, on en avait parlé, je sais plus si c'était en live, en podcast ou dans la conversation privée. On se disait, non mais en début de saison, il était à 30 points de moyenne. On se disait, non mais jamais de la vie, ça va tenir. Ça va pas tenir, ouais. Il fait une saison à 27, déjà il sera très bien. Putain, on est à 31 matchs, il est à 31 points de moyenne. Enfin, il y a un moment où, en fait, ça tient. Parce que l'efficacité, elle baisse pas. Elle est moins élevée qu'en début de saison où il mettait vraiment tout, notamment à mi-distance. Il compense par les lancers. Enfin, les lancers, Shai a le meilleur pourcentage au lancer de toute la ligue parmi ceux qui en tentent un minimum, un nombre décent. Donc, minimum 40 tentatives. Il est à quasiment 94% de réussite au lancer. En tentant 10 par match. Donc lui, pour le coup, on se plaignait l'an dernier du fait qu'il n'avait pas les calls de superstar. Bon, là, pour le coup, il les a. Ouais. Je pense que, bon, ça j'ai déjà dit, mais t'es fan de l'équipe qui joue le Thunder. Bon, il y a certains calls sur Shai, tu fais, ouais, bon. Non, il saoule. Je pense qu'il te saoule, hein. Parce qu'il va chercher des fautes avec son faux rythme, où il se jette un peu, où il y a les bras, où voilà. Où il y a les bras qui poussent un peu aussi. Oui, voilà, un peu. C'est pas à l'Arden, c'est pas la même chose, mais il y a des calls les bras qui poussent, c'est un peu LeBron. Ça, mais... Ouais, mais il commence de s'adapter lui aussi à son rôle et au coup de sifflet NBA pour avoir ça, et que ça soit son pain soir après soir, les lancers, parce que c'est quelque chose que normalement tu devrais avoir régulièrement, et même quand ton adresse est pas là, on a vu certains matchs où il mettait pas dedans, il s'est appuyé sur ça pour scorer, et effectivement, est-ce que c'est plus important qu'il mette 30 points de moyenne ou qu'il soit meilleur scoreur de la ligue? Ça va être peut-être plus dur. Meilleur scoreur de la ligue, il y a des clients. Hein. Après là, ouais, il est troisième, il y a Jojo à 33, il y a Luka à 32 ou 34, je crois, ou alors non, ou Luka doit être à 33. Aussi. Giannis a un peu baissé.
Luka est premier, je crois qu'il est à 33 points de moyenne, Luka. Ça va être difficile de déloger Luka Doncic qui a un taux d'usage absolument indécent. Luka est à... Non, c'est Joel Embiid qui est meilleur marqueur de la NBA à 33 points. Et Luka est à 32,5. Shea à 31,3. Il y a quand même plus d'un point d'écart entre Luka et Shea. Giannis est à 30. Putain, il y a 7 joueurs à plus de 30 points de moyenne. C'est n'importe quoi. C'est exceptionnel. C'est n'importe quoi. Et j'avais pensé à faire un vœu un peu comme ça. Et tu vois, je me suis dit, ça me paraît quand même compliqué. Mais au final, sans faire de perf monumentale à plus de 40, 50, etc., il en met toujours 30. Donc c'est ça qui est... Limite, c'est mieux. Hein. Franchement, oui, c'est mieux. Oui, c'est ça, il est hyper régulier. Tu sais qu'il va produire. C'est en fait, tu n'es plus surpris. C'est quand tu fais les high tweets, tu regardes le match, c'est à la fin du troisième quart, tu fais oh, il a 25 points, ouais, bon, j'ai pas vu quoi. Ou alors c'est tiens, là il a commencé, on a joué 8 minutes, il a mis 0 points, bah tiens, il va en mettre 12 en 4 minutes sur la fin du carton. Ouais, c'est ça. Mais ouais, enfin là on se rend pas compte, mais des joueurs en plus de 30 points, plus de 4 rebonds, plus que 5 passes, plus d'interceptions et plus d'un contre. Il y a Jordan, 2 fois. Il y a LeBron, 2 fois. Il y a Dwayne Wade. Ils sont 3 joueurs dans l'histoire à avoir sorti la ligne de stats que sort Shea actuellement. Et si vous rajoutez les plus de 50% au tir, il n'y a que Jordan et LeBron l'an dernier qui ont fait ça. On se rend pas compte du niveau de Shea Gilgeous-Alexander. Je prie, mais normalement, vu pour moi son buzzer beater là face à Portland, hormis blessure, ça a scellé le cas. Il va être All-Star. De ce que je vois, et tout le monde le met. Il va être All-Star. Il est tellement fort. Bon, quand tu regardes Twitter, t'as l'impression qu'il va être titulaire, alors qu'on sait tous que c'est Curry qui va être starter. Et LeBron, on le sait très bien. Ouais, enfin, tout le monde met Lauri Markkanen starter ou Domantas Sabonis. Les gars, le 3e spot à l'ouest derrière Zion et Jokic, ça va être LeBron, hein, je cherchais pas. Mais voilà, il va être All-Star. Il est probablement dans la course pour le MIP. Pour moi, il est favori, mais on est toujours un peu biaisé. Mais voilà, une saison à 30 points. Le Clutch Player of the Year aussi. Ouais, pour le Clutch Player of the Year. Mais après, c'est normal que t'aies le joueur qui ait mis le plus de points dans le clutch quand tu joues dans l'équipe qui joue le plus de matchs dans le clutch et quand t'es quasi la seule menace offensive dans le clutch. Ça aide bien pour marquer des paniers. Mais voilà, une saison à plus de 30 points pour que les gens, d'ici un an, quand ils disent quels sont les 20 meilleurs joueurs de la NBA, ne peuvent pas ne pas mettre Shea dans le classement. À mon tour, du coup. On a eu un petit moment Shea. J'ai pensé comme toi à le mettre, mais je me suis dit, bon. Mais on va parler de Shea, mais moi, mon vœu, c'est de lui trouver un lieutenant. Ou plutôt un joueur qui s'affirme à ses côtés. Notamment offensivement, parce qu'il y a quand même Shea et un petit peu les autres. Et quand je mentionne ça, en fait, je mentionne pas forcément un trade, ou voilà, j'en reparlerai. Mais je pense que, en fait, tu peux très vite, dans les futures années, là, sur moyen terme, long terme, à te retrouver un peu dans la situation d'une star qui est un peu isolée, qui galère à être All-Star à cause du bilan. Bon, ça c'est déjà un petit peu le cas, mais que tu galères à vraiment atteindre les sommets de l'Ouest parce que t'es mal équipé autour, etc., et que tu manques d'un lieutenant. Vraiment, sur le long terme, peut-être que petit à petit, tu pourras te poser cette question. Et donc, tu dois potentiellement, dans les futures années, saisons ou mois, trouver un lieutenant à Shea. Je pense que Shea a prouvé qu'il pouvait être un 1A, en tout cas, après avoir s'il peut être une superstar qui amène ton équipe au bout. Mais je pense qu'il y a quand même besoin de quelqu'un autour de lui pour aussi capter les défenses, pour créer, etc. Alors, en interne, Giddey est un très bon candidat à ça. Je suis pas sûr qu'on en parle énormément dans cet épisode, mais petit à petit, il retrouve un peu son jeu. Il stat régulièrement, il est à un niveau beaucoup plus décent qu'au début de saison. Mine de rien, on en parle beaucoup moins en négatif là depuis quelques temps, et il y a beaucoup moins de commentaires négatifs sur Twitter ou autre par les fans. C'est que même mine de rien, défensivement, même défensivement, c'est que mine de rien, son niveau de jeu augmente, et je trouve qu'il a quand même encore une belle marge de progression, que ce soit au niveau du tir, ou qu'il est en train de travailler, et plein de choses comme ça. Donc Giddey pourrait être ce joueur-là, et je suis pas... Le fit avec Shea peut potentiellement me convaincre d'ailleurs dans cet aspect création, voilà, ça c'est pas infaisable. Dans l'équipe, on a déjà pour moi des role players un petit peu établis. T'as un J-Dub, alors qui fait une très bonne saison rookie, mais que j'ai du mal à voir vraiment comme un lieutenant, et qui par contre pourrait être une très bonne option dans le futur. T'as déjà un Dort qui pourrait être un très bon role player, t'as Kenrich Williams qu'on a cité aussi. C'est un peu tôt pour dire J-Dub ne sera pas lieutenant de Shea, mais ça me paraît compliqué. T'as Chet, bien entendu. On sait pas trop comment il va revenir et comment il va jouer, mais peut-être que ça sera ce rôle-là.
Si ça ne marche pas, tu vas sûrement avoir un rookie aussi qui va arriver, à voir quel niveau il a. Mais je pense que tu dois, après, et ça on nous le dit souvent, et je pense que on est plutôt d'accord, dans le futur, si tu n'as pas ta deuxième option vraiment ancrée, il faudra aller la chercher par un trade probablement. On a OKC, en envoyant des pics de draft, on a cherché un joueur. Alors à voir qui sera disponible à ce moment-là, dans 2 ans ou je sais pas quand. Mais c'est moi quelque chose que je vais attendre dans le futur. Alors j'espère que ça se fera en progression interne, mais quand je vois ça, je me dis petit à petit, bah ouais, il faudra équiper l'équipe autour de chez. Ouais, moi j'y crois pas à la progression interne, Ok. honnêtement. J'ai dû. En fait, mais moi c'est complètement un vœu que j'avais parce que je pense que l'an dernier, quand on avait fait la draft, j'avais dit je voulais du talent offensif, notamment en termes de shotmaking. Bah, en fait, cette année, je risque de redemander la même chose parce que cette équipe a progressé offensivement, mais et c'est l'un des trucs qui m'a saoulé, notamment lors de la double confrontation Miami-Minnesota dans le clutch. Quand Shea est en difficulté, ou quand Shea est trappé, notamment face au Heat, où ils ont fait une espèce de défense de zone / trap sur le clutch, tu n'as personne qui est capable de poser un dribble et de se créer son propre tir. En fait, moi, il me faudrait un... Ramène-moi un... Pas forcément ce joueur-là, mais un joueur à la, je sais pas, Jalen Brunson, à la Jeremy Grant. Pas forcément des mecs qui tournent à 25 points de moyenne, quoique Jeremy Grant il fait une grosse saison, mais des joueurs qui sont capables en fait de se créer leur tir et qui délaissent un peu chez de la pression des adversaires. Parce que là, concrètement, dans le clutch, c'est aussi un reproche qu'on peut faire à Shea sur les derniers matchs, c'est que toutes les défenses sont attirées par Shea. En fait, ça laisse des tireurs, mais grands ouverts à 3 points. Et Shea a tendance de souvent, même si là il a mis le buzzer beater contre Portland. Buzzer beater d'ailleurs, j'ai eu aucune réaction parce que quand j'ai vu qu'il était parti, j'ai fait broler cette dent. Donc ça laisse des shooters grands ouverts. Et il fait pas la passe. Notamment la fin de match face aux Wolves où il a J-Dub grand ouvert à 3 points dans son champ de vision. Il préfère tenter un mid-range qui est bloqué par Anthony Edwards. Là, pour le coup, pour moi, c'est une vraie mauvaise décision, même si J-Dub n'est pas le plus adroit à 3 points. Et donc voilà, c'est trouver ce gars capable de délaisser un peu Shea et capable de poser la balle et de se créer son propre tir. Mais c'est le joueur, le profil de joueur le plus rare en NBA. Peut-être que J-Dub peut le faire, mais pour moi, Giddy, pour le coup, c'est d'ailleurs, Giddy, c'est bizarre, hein, incroyable. Hein. L'an dernier, il était monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Cette année, il monte en puissance au fur et à mesure de la saison. Ah, comme quoi, faut peut-être pas juger les gars au bout de 20 matchs. Mais pour moi, Giddy peut pas le faire. Son handle est trop limité et c'est difficile de le perfectionner. Peut-être J-Dub, mais pour moi, ça passera plus par un trade. Moi, je partais sur J-Dub aussi. Ça dépend à quel niveau, quel potentiel on lui accorde, parce qu'il a. Est-ce que J-Dub pourra être prétendant All-Star un jour? Non. Je sais pas. Tu vois, moi, c'est au moins ça. C'est un prétendant All-Star, si c'est pas un All-Star. Non, mais Tim Hardaway est pas prétendant All-Star. Pourtant, tu peux lui donner la balle sur quelques situations. Il peut te planter un tir. Non, moi, je veux un joueur d'un autre calibre que ça. Tu vois, quand tu m'as dit Grant, par exemple, ouais. Parce que Grant, il fait une énorme saison, concrètement. Ouais, mais il va prendre un énorme chèque aussi. Tu vas oui, voir aussi. Il va vite baisser de niveau quand il va prendre le max à Indiana. Je te laisse continuer, Tom, mais J-Dub, ça me paraît short, tu vois, effectivement. Bah, c'est chaud. Moi, j'avoue que dans un monde où ça se passe bien, je le projette dans un calibre de rôle à la Michael Bridges, tu vois. Je parle de place dans la hiérarchie. C'est-à-dire un mec qui est capable un peu de créer son tir, qui est vraiment important pour le collectif, mais c'est pas une top 2 option, quoi. Donc, après, oui, par trade, on l'a dit, il y a pas mal de possibilités. Faut pas oublier aussi que même si on n'est pas forcément convaincu par le développement en interne, Jeremy Grant dont on parle, à la fin, au bout de 3-4 ans en NBA, on le voyait pas faire ce genre de truc, quoi. Enfin, déjà au KC, c'est sûr que non. De ce niveau-là. Bah déjà, mais c'est tout le truc de Jeremy Grant, c'est que lui, il a été, c'est peut-être ça d'ailleurs qui peut convaincre les équipes de signer, mais c'est que lui, il a été utilisé dans tous les rôles, quoi. Spot-up shooter à Denver, première option offensive à Détroit, à côté d'une superstar à Portland. Lui, pour le coup, il a tout fait dans sa carrière. C'est ça. Et pour la question du trade, tu l'avais dit Pierre tout à l'heure, on a pas mal
de joueurs qui peuvent intéresser des équipes s'ils se développent bien, tu vois, Didi, Dort, J-Dub, enfin, il y a des joueurs qui peuvent, dans un package, si t'ajoutes des pics de draft, intéresser une équipe qui va trader sa star ou genre de truc, donc ça me paraît pas impossible. Et puis il y a peut-être, si le projet va au bout, ne pas sous-estimer Ousmane Dieng. Si moi j'y crois pas, théoriquement il pourrait être un joueur capable de se créer son tir, si le développement va au bout. Ou même Chet en soi, ou même ton pick top 10 de l'année prochaine, hein, parce qu'il y en aura un, c'est évident. Après la draft 2023, moi je suis bien retombé sur la draft 2023. Oui, non, après, voilà, sans rentrer dans les détails, tu peux toujours tomber sur un bon joueur, hein, faut pas non plus, voilà. Oui. Ouais, à voir comment ça se profile par la suite, c'est quelque chose que beaucoup de gens nous mentionnent depuis plusieurs années maintenant, et constant dans les live votes qu'il faudra bientôt trader pour une star, etc. Et ben, ça risque d'arriver, vu le niveau de chez peut-être un jour. Tom, ton dernier vœu de Noël, vas-y, à toi la parole. Alors j'hésite, parce que j'en ai un sur chat, mais je suppose que... J'en ai un sur chat aussi. Voilà, vous avez pris quelque chose. Non, moi je vais partir sur Josh Giddey. Mon vœu, c'est juste qu'on fasse le point dans 1 ou 2 ans, parce qu'il faut pas oublier qu'il a que 20 piges, le gars. Et qu'on le juge vachement vite, et c'est quand même un mec qui tourne en 15 points, 8 rebonds, 5,5 passes, qui fait des très bons choix balle en main. Alors, ça va mieux au fur et à mesure de la saison, parce qu'en début de saison, il envoyait quand même des passes un peu dans les mains adverses, ou ce genre de trucs. Et que c'est un mec, si ses points faibles, il arrive à les combler en partie, ce sera jamais un lockdown défenseur, mais s'il arrive à être correct défensivement, ça sera un plus. On voit qu'il y a un développement. Moi, je trouve qu'au niveau du handle, il a progressé. Il sera jamais élite aussi là-dessus, mais je le trouve très correct. Ça lui permet de vachement plus utiliser son flotteur, qui lui, pour le coup, est très bon. Et aussi, ne pas oublier qu'il progresse au tir cette année. Et que c'est un truc qui peut faire de Giddey un joueur d'un tout autre calibre s'il y a un mec à 35-36% à 3 points. Genre, là, on le voit, Giddey, il les prend avec vachement plus de confiance, ses tirs. Bon, la mécanique est pas parfaite, hein, mais il a l'air de les prendre plus en rythme. Il est passé de 26 à 32%. La saison n'est pas finie, mais il y a un vrai progrès. Donc ouais, pas oublier que Giddey a 20 ans et que c'est un projet long terme. Que c'est déjà un mec qui a un plancher qui est très solide, parce que c'est un passeur génial, mais que c'est un gars qui peut, tu vois, là on n'y croit pas forcément pour l'instant, mais ça se trouve c'est lui ton numéro 2. Tu vois, si à un moment dans sa carrière il tourne en 20 points, il commence à développer un petit mi-distance ou quoi, il est en 20 points, 8 rebonds et 7 passes, bah c'est très fort comme niveau. Donc ouais, j'ai envie de juste pas forcément en ayant des attentes spécifiques autour de lui, mais d'observer la progression de Giddey et qu'on fasse plus le point sur lui et son plafond dans 1 ou 2 ans, quoi, plutôt que le juger à court terme. Ouais, bah, pas grand chose à ajouter. Non, progrès sur le tir, je suis d'accord. C'est peut-être là où je me dis que l'association chez Giddey peut fonctionner, parce que bon, c'est encore largement perfectible, mais au moins il y a des signes d'espoir pour le développement du tir de Giddey. Après le reste, ouais, moi défensivement, je le trouve moins impactant dans la création pour les autres que l'an dernier. Bah, d'ailleurs, ses stats à la passe sont plus basses que celles qu'elles étaient l'an dernier. Après, il faudrait checker à cette même période de l'année, l'an dernier, à combien de passes il était de moyenne, parce que ça a bien augmenté. À partir de janvier, il a pris une autre mesure. Mais ouais, je suis mitigé. Alors, j'ai entendu des gens qui n'étaient pas fans du Thunder et qui disaient que Giddey faisait beaucoup de stat pads dans des défaites. Bon. Sur des fins de match, des fois, il y a un peu de flotteur. Sur certains, oui, mais bon, je trouve que c'est de moins en moins, en fait. C'est que Josh Giddey, il est de plus en plus... Enfin, voilà. Quel est le... Je vous le demande à vous, mais les gens qui nous écoutent peuvent aussi se faire la réflexion. Quel est le dernier mauvais match de Josh Giddey? Vraiment mauvais match. C'est chaud, de tête, là. Ça fait un moment, quand même, qu'il a pas fait un... Je regarde ses stats en même temps. Ouais, pareil. Contre Memphis, là-bas, ouais, Memphis, il a 4 sur 13. Après, tout le monde se fait débranler. Hein, donc, oui, c'est ça. Celui-là, j'ai l'impression que c'est une anomalie parce que tout le monde se fait ouvrir en deux. Concrètement, ouais. Ouais, le vrai mauvais match, c'était celui-là, le dernier. Hein. Parce que sinon, il est Orleans avant, là, où il est benché en fin de match.
Ouais, mais parce que sinon, il est en 14-14. Enfin, c'est pas compliqué, je dis, sur les 8 derniers matchs, il y en a 6 en double-double, point rebond, pardon. Il y a du 21-12-7 face aux Wolves, il était vraiment bon face aux Wolves. Vous regardez le match contre Miami, il est en 19-11-7. Je me souviens, c'est dommage que... c'est contre Lou Dort, mais voilà, c'est le lay-up de Lou Dort, là où il fait un airball sous le panier, c'est contre Miami. Donc c'est contre Miami qui chie, t'avais raison Tom. Et après on se prend à 3 points, et alors que si Lou Dort avait mis son lay-up, on aurait été à +7, on aurait gagné le match. Mais je me souviens, avec Pierre qui faisait le LT, on disait, Giddey va probablement être MVP de ce match, quoi. Et il a été d'ailleurs, parce qu'il était très Alors bon. que Shea avait mis 30 points. Je crois qu'il avait mis 23 points dans le troisième quart. Ouais. Donc voilà, ouais, moi j'attends, peut-être on fera le point dans un an, mais moi je dis déjà, voyons le mois de janvier et le mois de février de Josh Giddey, peut-être qu'il va encore continuer à monter en puissance. Ouais, et tu vois, tu parlais de ses stats à la passe, il est aussi moins responsabilisé, je trouve, ballon d'or. Oui, aussi. L'année dernière, il avait plus de stats parce que Shea a été blessé à un moment donné, etc. Donc c'était difficile de mener l'attaque. Et tu vois, sur les 8 derniers matchs, pour finir, il est en 15 points, 10 rebonds, 5 passes, à 43% à 3 points. Ouais. Et 2,5 turnover, donc moins de pertes de balles. Parce que c'est un peu le problème de Giddey à la création, c'est qu'il tente des trucs un peu improbables parfois. Et qu'il perd le ballon. Non, mais je me dis, lui, pareil, quand il aura plus de cibles pour sa création, que ça soit déjà notamment une vraie menace intérieure, etc., il sera encore meilleur aussi, et effectivement, tu prends de la patience, Tom, et on doit se rappeler, oui, effectivement, qu'il vient juste d'avoir 20 ans, d'ailleurs, ça fait vraiment pas très très longtemps qu'il a 20 ans. Donc soyons patients avec lui, il y a des progrès visibles maintenant, comparé à sa saison rookie, tu l'as très bien décrit, notamment au tir. Il a très mal commencé, il a très vite réagi. Non, je pense que l'optimisme revient petit à petit par rapport à Josh Giddey. Après, ne pas retomber dans l'inflammate de l'année dernière où tout le monde était beaucoup trop chaud avec Josh Giddey, mais effectivement, et ça peut être lui, c'était le premier que j'avais cité en termes de lieutenant de deuxième option, et potentiellement ça pourrait le devenir. Après, il a un jeu qui te pousse pas à la confiance en termes de scoring, voilà, avec son tir, avec comment il évolue, mais il peut trouver des solutions et il peut devenir de plus en plus efficace, c'est certain. C'est certain. C'est un joueur qui est difficile à lire, Giddey, qui est très atypique, donc c'est compliqué. Tu vois, J-Dub, on arrive à peu près à se faire une projection, à s'imaginer un peu quel rôle il pourra avoir au maximum. Giddey, c'est hyper dur, en fait. C'est pas, perso, je sais pas trop où le situer. Il y a pas trop d'équivalent, hein. Ça, c'est ça. Le problème des équivalences, c'est soit c'est Steve Nash, soit c'est Michael Carter Williams. Donc, soit c'est Jason Kidd. Ou Ben Simmons. ou Ben Simmons, mais minus Elite Defense quand même. Hein, donc, oui, c'est ça, et sans le côté athlétique, mais avec, c'est super bizarre à comparer à Josh Giddey. Vas-y, Constant, toi, pour ton dernier vœu sur Chet, du coup, j'imagine. On parlait de présence à l'intérieur. Pitié que Chet soit le joueur que l'on pense être. Parce que là, ça fait aussi un peu le lien avec l'actualité, c'est que le Thunder se fait débranler sur les 3 points ouverts. Le Thunder est la 6e équipe qui laisse le plus de 3 points grands ouverts, et la 3e en pourcentage de réussite. Donc tu laisses les mecs grands ouverts, en plus tu prends des 3 à haut pourcentage de réussite. Pourquoi ? Parce que tu passes sous les écrans, ça, ce qui est assez inhabituel, notamment quand tu défends Tyler Hero, je vois pas l'intérêt de passer sous l'écran, mais aussi parce que tu viens trop aider dans la raquette. Alors c'est peut-être parce que Mark Delno te fait pas confiance à ses intérieurs, mais toujours est-il que quand tu viens over-LP à l'intérieur, tu libères des gars dans le corner, et globalement un tir à 3 points grand ouvert dans le corner, il n'y a pas meilleur tir statistiquement, si tu raisonnes d'un point de vue purement analytique, il n'y a pas meilleur tir que ça. À moins d'avoir un tir grand ouvert sous le cercle, il n'y a pas mieux. Donc c'est les tirs les plus coûteux, c'est les tirs les plus rentables, et tu te fais défoncer. Alors que si Chet Holmgren était là, je pense pas que tu viendrais autant aider sous le cercle, et je pense qu'offensivement il pourrait t'apporter une espèce de menace sur lob en pick and roll que tu n'as pas du tout, puisque Bazley ne joue plus. Même Poukou, il fait pas grand chose sur pick and roll près du cercle, parce que généralement il fait des pick and pop. Tu n'as pas cette verticalité que tu avais notamment avec Nerlens Noel dans les années où le Thunder allait en playoff, ou avec Moses Brown aussi potentiellement de temps en temps quand il savait attraper la balle. Mais j'espère que Chet va être ce joueur qu'on nous vend et que on croit être, parce qu'il, pour moi,
il va t'apporter du tir, de la présence à l'intérieur, que ce soit défensivement ou offensivement. En fait, il est... Quand on avait fait le podcast preview de saison, on se disait le Thunder, ou quand Chet s'était blessé, je crois, c'était plutôt quand Chet s'était blessé, on s'était dit, le Thunder, en fait, si le Thunder fait une bonne saison, tu peux te dire, ouais, Chet, il va t'apporter grave de trucs. Et là, le Thunder fait plutôt une bonne saison, puisque tu es en course pour gagner entre 30 et 35 matchs. Et en plus, les trucs qui te pénalisent actuellement sont les points forts de Chet. Donc tu peux être hypé potentiellement par l'arrivée de ce joueur. Complètement à voir après comment il est utilisé défensivement sur l'homme à homme au poste bas par exemple, ou sur ces choses-là, aussi il est plus en protecteur cercle secondaire, ou voilà. Mais c'est sûr qu'il va te régler beaucoup de problèmes de protection de cercle, vu ce qu'on a vu lui, ne serait-ce qu'en Summer League, et de ce que tu peux attendre, s'il revient à un niveau décent physiquement, mais pour l'instant, des images qu'on a, etc., ça pousse un petit peu à l'optimisme quand même. Tu peux être que, encore une fois, optimiste vis-à-vis de la suite avec Chet. Ça va être intéressant de voir aussi, ça c'est un truc qu'on discute beaucoup en interne, qui sera associé à lui, tu vois, est-ce que ça sera un Bazley s'il est encore là, est-ce que ça sera un Poku pour faire les Finn Tower, est-ce que ça sera un J-Dub ou un 4 plus petit en termes plus un ailier, voilà, ça sera intéressant. Après par rapport à ce que t'as dit défensivement, par rapport aux 3 points, etc., il y a des choix stratégiques effectivement comme contre Miami où tu te dis bon tu te fais allumer à 3 points, il faudrait peut-être trouver une autre solution. Après contre Portland par exemple sur le premier match on a enregistré avant le deuxième, pour le coup c'est pas du tout passé en dessous des écrans, ça a bien suivi sur Lillard etc. Les tirs que Lillard met à 3 points c'est plutôt des... quand c'est de la zone, que ça fixe et que il prend des tirs à 45 etc. C'était pas trop des pull-up où il nous a aussi parce qu'il n'y avait pas Nurkic. L'absence de Nurkic empêche pas mal de trucs. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais du coup, tu vois, là, tu t'es plutôt bien adapté par rapport à ça, donc à voir comment ça se déroule sur le deuxième match, si on garde un peu cette ligne directrice, mais ouais, t'as encore des petites problématiques sur certains matchs, où est-ce que c'est des choix tactiques, est-ce que c'est les joueurs qui font les mauvais choix, ou est-ce que tu te dis, en fait, Hero, je sais, j'ai pas du tout les stats d'Hero, mais qu'en finale, on pouvait pas 3 points, il est pas si fort que ça, mais que du coup, en match, t'aurais dû t'adapter parce qu'il commence de les mettre, enfin, ouais, il y a pas mal de choses, et effectivement, quand Chet sera là, globalement, t'auras moins de problèmes à gérer de cet ordre-là, ce sera beaucoup plus simple de mettre les choses en place. Ouais, défensivement, de toute façon, je peux que être d'accord, Chet va régler, potentiellement pourrait régler énormément de problèmes. Moi, ce que je m'étais noté, c'était bizarrement sur le côté offensif. J'ai hâte qu'il soit de retour pour qu'on ait vraiment un partenaire de pick and roll, pick and pop pour Giddey et Shea. Parce que Giddey... t'as Mike Muscala. C'est ça, t'as Mike Muscala. Quand j'arrive à voir la connexion entre Shea et Muscala sur les pick and pop, sachant que Muscala ne roule jamais, donc tu sais qu'il va rester derrière la ligne à 3 points. Imagine avec un Chet Holmgren ce que ça pourrait donner. Ouais, non, mais combien de fois t'as vu le pick and pop chez Muscala avec la passe dans le dos de Shea pour Muscala à 3 points les équipes sont quand même sacrément bêtes parce que, genre, à chaque fois, il trappe Shea, il trappe Shea, il laisse Muscala tout seul. Même maintenant, sur Isaiah Joe qui te pose des écrans, ils sortent à 2 sur Shea ou un autre et Joe se retrouve tout seul dans l'axe à 3 points. Tu te dis, mais les gars, enfin, je sais pas, ouais, ils comme dira un compte FR à l'époque sur Matisse Taibel, il faut lire le scouting report, les gars. Enfin, ouais, Mike Muscala, il va jamais rouler, hein. D'ailleurs, il remet ses tirs. Ça, c'est un peu aparté, mais ça fait du bien de revoir mettre ses tirs. Il est pas complètement cramé. On retrouve un peu cramé, voilà. Merci. Donc ouais, voilà. Et puis pour Giddey, ça peut faire beaucoup de bien parce que Giddey, dont la qualité première c'est la passe, d'avoir aucun vrai partenaire de pick and roll, forcément, ça lui complique la vie. Avec un Chet Holmgren, ça peut lui permettre d'avoir vachement plus d'impact dans le jeu offensif. Je vais finir avec mon dernier vœu de Noël. Un peu plus actuel celui-là, mais qui prendra peut-être du temps, c'est de trouver de la régularité. Parce que pour moi, l'un des gros problèmes actuellement de l'équipe, et c'est même un problème logique avec l'âge de l'équipe, les rotations plutôt instables, c'est d'être bon soir après soir. Et dans le futur, il va falloir gagner cette régularité. Et c'est une régularité déjà collective, parce qu'en défense, alors là on a parlé d'une période un peu meilleure, mais il y a des mauvaises périodes, et en fait selon les matchs, des fois tu te retrouves avec une défense un peu, pas forcément là, un peu absente, voilà, tu sais plus ou moins bien. Offensivement c'est encore plus le cas, où au niveau des tirs c'est très instable, au niveau du partage de la balle c'est encore un petit peu instable aussi, t'as pas toujours les mêmes choses, et aussi individuellement, parce que actuellement, à part Shea,
qui a un apport vraiment constant et des minutes constantes tout le temps. Tu as Guidi qui est assez régulier ces derniers temps, on l'a un petit peu mentionné. Dort, t'es un peu dans l'entre-deux, bien que c'est mieux sur cette partie de saison-là, qu'au tout début, c'est mieux. J-Dub, il s'en rapproche, mais il a encore des moments un peu down. T'as un peu de Kenrich Williams, mais il joue pas toujours les mêmes minutes. Pareil pour Wiggins, beaucoup, on l'a bien dit, ça dépend des moments. T'as pas énormément de mecs sur qui tu peux t'appuyer vraiment, soir après soir, tu te dis, ok, lui, il va faire ça, 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 je le sais, ok, très bien. C'est vraiment, pour moi, encore, ce qui manque à cette équipe-là, vraiment des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer. Et en interne, bah pour le coup, là, on reparle un petit peu de l'interne et de l'externe. Là, en interne, il y a vraiment les profils pour ça, des profils replayers, des profils qui peuvent être réguliers. J-Dub est l'exemple parfait pour moi. Petit à petit, il va mettre sa dizaine de points, 3 passes, 4 rebonds, et avec un bon pourcentage tous les soirs. Ça va arriver même prochainement. Et ça, du coup, je suis en attente de ça, d'encore plus de certitude sur certains joueurs. Et les tests que fait Daigneault ne pourront pas durer indéfiniment non plus. Petit à petit, la base de tes joueurs sur lesquels tu te bases justement va s'élargir. Là, tu vois, j'ai déjà cité peut-être 5 joueurs, 4-5 joueurs. Petit à petit, avec les années, on va passer à 6-7, etc. Mais c'est une attente que j'ai. J'aimerais pas qu'on reparte de zéro sur la plupart des roleplayers, la plupart des choses. J'aimerais qu'ils confirment les attentes qu'il y a en eux. Après, la régularité, c'est le propre de toutes les équipes. Hein. De toute façon, tu ne peux pas être régulier sur 82 matchs de saison régulière. Enfin, il y a un moment où il faut être honnête. Tout le monde a des hauts ou des bas. Que ce soit, tu vois, on en avait parlé. Je sais plus si c'était en off. Je sais plus. J'oublie maintenant. On parle tellement. Mais on en avait dit que défensivement, c'était moins bien. Bon, là, t'es retourné 12e meilleure défense de NBA, t'es aux portes du top 10. Donc voilà, il y a des coups, ça va mieux. Il y a des coups, ça va un peu moins. C'est une saison régulière de NBA. C'est pour ça qu'il faut pas non plus, les copains, il faut pas déprimer après 3 défaites de suite. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. Comme il faut pas non plus s'emballer après 3 victoires de suite. C'est une saison régulière. C'est comme ça. Tu vas avoir des séries de victoires, des séries de défaites. Mais oui, voilà, là, c'est difficile de la régularité chez l'équipe avec la plus jeune moyenne d'âge de toute la NBA. Et la deuxième plus jeune équipe de l'histoire NBA, sachant que la première c'était la tienne l'an dernier. C'est pas évident. C'est pas évident. Et je trouve que, tu vois, déjà rien que le fait que tu aies joué autant de matchs dans le clutch montre que tu as quand même une certaine forme de régularité. Alors après, tu perds t'as une certaine forme de régularité dans tes défaites dans le clutch aussi. Mais voilà, tu perds parce que tu manques d'expérience. Je pense qu'on est, moi le premier, hein, mais je pense qu'on est un peu trop exigeant dans le clutch face à, encore une fois, l'équipe la plus jeune de la ligue. C'est normal que une équipe aussi jeune se fasse taper par des équipes plus expérimentées dans le clutch. Donc ouais, moi c'est difficile à trouver comme équilibre et comme régularité. Ça va pas arriver tout de suite, mais c'est déjà pour moi bien plus régulier que l'an dernier. Ouais, c'est ça. Et comme tu l'as dit, on est l'équipe la plus jeune de NBA, et ça va venir avec l'expérience. Avec le fait que les joueurs trouvent leur rôle, etc. Tu vois, on a que 2 vrais vétérans dans l'équipe. Bon, Muscala, en termes de régularité, c'était pas simple en début de saison. Mais sinon, c'est un mec que tu t'attends qui rentre ses tirs. Sinon, Kenrich, en termes de régularité, ça va, tu vois. Donc, je suis pas trop inquiet là-dessus. Mais c'est vrai que oui, si on veut, comme toute équipe en NBA, si tu veux passer un cap et devenir compétitif, outsider puis contender, c'est trouver de la régularité et des certitudes le plus possible. C'est quelque chose, bah, bien sûr, qui viendra avec l'âge et petit à petit, mais c'est quelque chose qui manque actuellement et que moi je souhaite sur le futur. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier point à ajouter ou est-ce qu'on conclut ce déjà long épisode? On n'en avait pas fait depuis longtemps et comme tu as dit, Constant, il y a une petite pause, donc les gens auront le temps d'écouter. Un titre pour le Thunder, lol. Ouais. le choix numéro 1 à la loterie. Oh non, moi je veux le titre. Quitte à faire des vœux, autant faire le vœu ultime, hein, franchement. Non, ouais. On aura l'occasion bientôt de parler playoffs, on l'espère. En tout cas, Tom, merci d'être venu avec Constant et moi, de nous avoir supportés pendant cette presque 1h20. Pour tous les auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, à tout ce qu'on fait. On va revenir très rapidement, dès la semaine prochaine, mardi soir même sur Twitch, je peux l'annoncer, pour la 2e édition du Thunder Quiz.
Un épisode qui nous avait fait énormément rire l'année dernière. On avait passé un super moment avec tout ce présent. Normal, j'avais gagné. Spécial Noël. Constant avait gagné, bien entendu. Donc J'étais si là vous à la êtes moitié du disponible temps. mardi soir, on va dire 19h ou 20h, on n'a pas défini encore. Mais venez tester vos connaissances de fans du Thunder avec nous sur Twitch. On va s'affronter, cette fois c'est Constant qui présentera et moi je jouerai. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Je suis pas spécialement serein, je vous le dis, ça doit s'entendre. Je suis pas serein quant à ce que je vais devoir répondre comme question. Et voilà, venez participer à ça avec nous, c'est toujours cool d'échanger avec vous. Et on se dit à bientôt, joyeux Noël à tous, profitez bien en famille ou autre, et voilà, profitez, à bientôt. Salut. Salut.